Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine culturel Téléculture. Notre équipe s'interroge sur la notion d'âge pour le mariage chez la femme. Téléculture co-présentée avec Justine Marenzenga et Sarah Tsamouni. Bonjour à vous. Bonjour Sarah Jennifer. Fion. Alors, un plateau typiquement féminin et vous êtes si charmante. Êtes-vous prête pour le mariage? En tout cas, une très bonne question. Moi, personnellement, je ne suis pas prête pour le mariage. Je me dis que je n'ai pas encore atteint mes objectifs, donc je préfère d'abord les atteindre avant de me marier. C'est aussi le cas pour toi, Justine? Bon, moi, je dirais que j'attends la grâce divine, donc j'attends quand le Seigneur reviendra. D'accord. Alors, pour commencer déjà, c'est quoi le mariage selon vous? Comment vous le définissez? Selon moi, le mariage ne se limite pas qu'à porter une alliance au doigt, à porter une robe blanche ou un costume. En fait, tout court, le mariage ne se limite pas à la cérémonie. Parce qu'aujourd'hui, on entend souvent les femmes dire le jour de mon mariage, il y aura telle ou telle chose. Le jour de mon mariage, je ferai telle ou telle chose. Il y a même des hommes qui le disent. Moi, je pense qu'on doit plutôt dire le jour du début de notre mariage. Du début de notre Oui, mariage. oui, oui, c'est le début. Parce que le mariage, c'est pas seulement la cérémonie. Le mariage, c'est une union entre deux personnes qui s'aiment et qui se sont choisies pour vivre ensemble jusqu'au restant de leur vie, mais sans oublier les hauts et les bas, comme on le dit, pour le meilleur et pour le pire. Exactement. À mon avis, je dirais que le mariage est une alliance entre l'homme et la femme où les deux forment une seule chair. Et alors, déjà, est-ce qu'il y a un âge approprié pour le mariage? Bon, la société nous dit que l'âge approprié, c'est avant 30 ans. Donc, à l'âge de 30 ans, la femme, ça c'est pour la femme doit obligatoirement se marier. Ça, c'est ce que la société nous dit. Oui. Bon, moi je pense qu'il n'y a pas d'âge. Personnellement, c'est mon avis. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se marier. Si à 30 ans, on est prêt pour se marier, pourquoi pas? Si à 20 ans, on est prêt pour se marier, pourquoi pas? Et même si à 50 ans, on se dit maintenant avoir acquis la maturité donnée pour entrer dans un mariage, je ne vois pas de problème à cela. Lucie, tu partages cet avis? Je dirais que oui, comme l'a dit Sarah, il n'y a pas vraiment un âge donné pour se marier pour une femme. Certaines femmes pensent que le mariage est un atout ou quand tu vas chez ton homme, tu attends tout de ton mari et d'autres pensent que le mariage serait une nécessité ou avant de se lancer, tu dois d'abord te demander ou te poser des bases afin de se sentir autonome dans le foyer. Et il faut aussi se redécouvrir parce qu'on a cette personnalité-là, oui, mais qui sommes-nous réellement? Qu'est-ce qu'on veut aussi devenir avant d'entrer dans un mariage? Sinon, on risque d'entrer dans le mariage, mais on n'a pas la stabilité mentale qu'il faut, on n'a pas les assises. Et c'est important de le souligner. Alors, Sarah, tu as évoqué un aspect là en parlant de la société, l'âge que la société, cette opinion que la société a sur l'âge à laquelle il faut se marier. Alors, qu'est-ce qui serait la cause de cette stigmatisation, surtout pour la femme? On sait que c'est souvent plus, on met l'accent sur la femme, à savoir à quel âge la femme doit se marier. Cette pression est plus basée sur la femme. Bon, culturellement parlant, le mariage est une union, ici en Afrique, le mariage est une union d'abord entre deux familles. Ce sont deux familles d'abord qui s'unissent. On va voir dans la majorité des familles, lorsque un partenaire dit « je veux me marier à telle femme ou à tel homme », la famille aura son mot à dire. Et tant que la famille ne donnera pas son accord, le mariage ne se fera pas. Voilà pourquoi on voit plusieurs couples aujourd'hui se disent que notre mariage est combattu. Ce sont dans les églises, Oui. comme chez Justy par exemple. On dit notre mariage est combattu, on doit faire des jeûnes, on doit faire des prières. Donc en Afrique, le mariage, c'est d'abord l'union entre deux familles. Maintenant, pourquoi cette stigmatisation-là? C'est parce que une femme qui est jeune, qui se marie, je prends l'exemple de 20 ans, qui se marie à 20 ans, c'est une fille qui quitte sous la tutelle de son père. Parce qu'on est là, tu nais chez tes parents, tu quittes sous la tutelle de ton père pour aller sous la tutelle de ton mari. Donc facilement, cette femme peut s'adapter aux règles et aux lois que son mari peut l'imposer. Si son mari dit il faut marcher sur le pied gauche, elle marche sur le pied gauche. Si c'est sur le pied droit, elle va exactement
s'aligner, suivre ce que son mari aura à lui dire. Et même quand sa belle famille aura un mot à dire sur elle, elle va effectivement essayer de s'améliorer parce qu'elle est habituée à respecter les lois et les règles. Elle était chez son père, elle est habituée à ça. Mais pourquoi on stigmatise l'âge de la femme? C'est parce qu'une femme qui quitte chez son père, qui devient indépendante à l'âge de 25 ans, elle vit seule pendant 5 à 10 ans. Là, elle oublie qu'est-ce que ça fait d'être sous la tutelle d'une personne, de respecter les règles de son père. Exactement. Là, elle respecte ses propres lois, elle respecte ses propres règles. Si elle veut manger le sakasaka aujourd'hui, elle mange son sakasaka. Si elle veut rentrer à 22h, 23h, elle rentre à 22h, 23h. Il n'y aura personne pour lui dire quoi faire. Et là, ça fait craindre en fait la société. Les gens se disent, oh, une femme qui est indépendante ou une femme assez mûre, elle aura du mal à s'aligner ou à s'adapter. Alors, on va l'appeler, c'est une femme dure de caractère. C'est une femme elle aura du mal, en fait, l'homme aura du mal à l'approcher. Exactement, à la sculpter. Parce que l'homme, quand l'homme vient s'approcher de la femme, c'est pour que cette femme-là puisse lui ressembler. Mais une femme qui a été longtemps indépendante, donc elle a pris de l'âge, elle dépend que d'elle-même, elle aura du mal à s'aligner. Voilà pourquoi on dit que l'âge idéal pour la femme, c'est peut-être avant 30 ans. Donc là, tu viens de souligner un facteur socio-culturel. Exactement. Justy, est-ce que toi, tu voulais d'autres facteurs? En parlant des préjugés ou encore des stigmatisations liées à l'âge idéal de la femme, je dirais que cela est dû du fait que depuis le commencement, Dieu, quand il a formé l'homme et la femme, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, d'où tout homme a sa Ève et toute femme a son Adam. Du coup, quand tu arrives à un certain âge, à 40 ans ou 30 ans révolus, tu t'es fait des idées en disant qu'apparemment je suis maudite, qu'est-ce qui ne va pas. Du coup, ces femmes sont obligées de courir ça et là pour chercher des solutions. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, on est pour compléter ce que Justy vient de dire, la femme est obligée de courir ça et là, mais qu'est-ce qui pousse? C'est aussi les églises. Aujourd'hui, dans les églises, un pasteur, par exemple, il aura que la prophétie sur une fille qui a 18 ans. J'ai vu la sœur Intel est fait pour le frère Intel. Mais on verra moins les pasteurs faire cette prophétie sur les femmes qui ont 30, 40 ans. Les pasteurs, leur prophétie, c'est de la manipulation. Leur prophétie se base que sur les filles jeunes. Pourquoi? Parce que cette fille jeune-là, elle peut avoir quelque chose. Elle a de l'avenir. Mais les pasteurs se disent non, c'est mieux que celle-là parce qu'elle ne connaît pas encore la vie. Elle ne peut pas se redécouvrir. Parce elle est encore naïve, Nemo. Et puis elle est naïve. Il y a ce système aussi, parfois dans les églises, où ces hommes de Dieu, les églises accompagnent ou encore financent ces mariages. C'est eux qui financent, qui suivent, toute la procédure, c'est eux qui sont là, qui mettent de l'argent. Et pour t'appuyer, j'ai une petite anecdote. Lorsque j'étais en classe de terminale, j'étais dans une église de Revey que je vais taire le nom. Oui. Dans cette église-là, le pasteur m'a approché en me disant, ma sœur, Dieu m'a révélé qu'il y a tel frère qui est l'homme de ta vie. Le frère Jennifer, c'est un frère qui ne travaillait pas du tout. Il n'avait pas de vision et sa vision, c'était de devenir pasteur. Et moi, selon le pasteur, lorsque moi, j'allais le choisir ou l'accepter dans ma vie, l'église allait faire une contribution pour notre mariage. Et même le frère lui-même, il se disait, t'inquiète pas, pendant notre dot, ta famille va cotiser, ma famille va cotiser, on va se baser sur ça, et nous, on va se préparer sur la cotisation de l'église. Et à l'époque, j'étais en terminale, mais j'avais une vision. Je me suis dit, est-ce que c'est la vie que je veux vraiment? Un mariage où on organise autour... Vous les mariez, vous ne mettez rien. On ne met rien. Pourquoi? Parce que le pasteur montre déjà aux jeunes filles que le mariage est une fin en soi. Pour toi, la réussite... Une finalité. Une finalité. Pour toi, la réussite, c'est te marier. Donc, les églises aussi ont une grande responsabilité sur cette stigmatisation-là. Je pense que ce n'est pas une bonne façon de faire pour les pasteurs, bien que, oui, Dieu l'a dit que tout homme est appelé, ou bien toute femme est appelée à se marier, mais cela ne vous donne pas le droit de s'organiser des mariages autour des fidèles. Je pense que les fidèles doivent eux-mêmes s'accepter, choisir l'homme à qui on veut peut-être se mettre ensemble. Bon.
Prenons peut-être le cas du financement dans l'église. Bon, si peut-être l'église venait ou arrivait à financer ce mariage, mais dans le couple, comment tu devais vivre? Est-ce que ces pasteurs ou bien la même église devait à chaque instant ou bien à chaque fois te soutenir quand tu es en difficulté? Exactement. Surtout qu'on sait que le mariage, comme vous l'avez défini, c'est l'union de deux personnes. Après arriver dans le mariage, disons, quand ils vont une vie commune, comment est-ce qu'ils vont faire alors pour leurs besoins, comment ils vont s'épanouir et tout. Il y a tout un aspect là à revoir. Alors, mesdames, comme moi, vous avez certainement vu cette vidéo de cette dame qui a partagé un peu son histoire. Elle s'est mariée à 40 ans. Et cela a suscité vraiment des réactions sur la toile. Vous avez certainement vu cela. Et il y a eu des critiques, il y a eu des personnes qui se sont senties légitimes de critiquer cette pauvre dame parce qu'elle a eu à attendre cet âge-là pour se marier. Qu'est-ce que cela en fait, c'est le fait de la société. Actuellement, la société se dit que la réussite d'une femme n'est pas entière si elle n'est pas couronnée par un mariage. Et un mariage qui doit arriver au plus vite. C'est ça l'erreur. Parce que cette dame-là, beaucoup ont eu à la critiquer, mais c'est une dame qui a eu le temps de faire son choix. On va dire que c'est trop tard, comment se marier à 40 ans, mais elle a pris le temps de se découvrir, de savoir ce qu'elle voulait, de savoir quel homme qui allait la satisfaire. Parce que il y a plusieurs femmes qui se marient à 18 ans, 25 ans, voire 30 ans, mais qui ne sont pas avec les bons partenaires. Tu peux avoir un homme violent. Dans leur foyer. Exactement. Voilà pourquoi on remarque qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui, parce que le choix est précipité. On veut se marier pour prouver je dois me marier comme ça, ils vont dire que j'ai réussi. Non, la réussite ne peut pas se limiter qu'au fait de se marier. Non, la réussite, c'est d'abord découvrir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bien pour moi. Si le mariage est bien pour vous, alors pouvez vous marier. Mais si vous voyez que non, le mariage n'est pas bon pour moi, mieux vaut être seul et attendre le jour que vous pouvez peut-être trouver la personne qu'il vous faut et vous lancer. Donc cette dame-là, elle a eu raison et moi, je ne suis pas contre ces dames-là qui se marient à 40, 45 ans. Moi, j'encourage même... Voire 50 ans et plus aussi. Exactement. Moi, j'encourage même ces femmes-là à prendre le temps de retrouver les finances, de se chercher financièrement, d'avoir des objectifs, d'étudier, d'aller à l'école. Parce que la personnalité, ce n'est pas le mariage qui fait la personnalité. Lorsqu'on finit par se marier avec un homme qui n'a pas de vision, on finit par perdre sa vision. Donc, ne vous précipitez pas avec des hommes qui vont vous donner des promesses basées sur... L'église a dit, dans l'église, des gens se marient. Non. Ils ont leur raison. Voilà. Ils ont leur raison de se marier. Alors, ne vous précipitez pas. Sinon, vous allez manger l'arachide chaque matin à la maison. Donc, faites attention. Cherchez vos finances. Sarah, sur les conseils que tu feras donner à cette dame. Alors, Justy, Sarah, je vous propose une courte pause pour suivre le Flash Info présenté par Justy Marenzinga. Téléculturel, bonjour et bienvenue au Flash Info. En ce mois de mars dédié à la femme, nous partons à la rencontre d'une figure engagée dans l'humanitaire. Gaëlle Nganga, présidente de l'association Élie Jacob, portrait d'une femme de cœur réalisé par Marina Lutango. Suivez. Elle a eu une enfance douloureuse, marquée par la maltraitance, le manque de repères et d'accompagnement. Elle, c'est Gaëlle Nganga, présidente fondatrice de l'association Élie Jacob Espoir, une association à but non lucratif qui a vu le jour en 2022 en France. Elina Lombron, fille aînée de la fondatrice, est la chargée de la communication de la dite association. Ce projet est né d'un engagement personnel et d'une histoire de vie. En effet, ma mère a connu une enfance difficile, marquée par un manque d'accompagnement et de repères, doublée par de la maltraitance dans son cercle familial, et est devenue mère très jeune, à 18 ans. Aujourd'hui, son combat consiste à prévenir ces situations et surtout à accompagner ces jeunes femmes vers l'insertion professionnelle afin qu'elles puissent gagner en autonomie et en dignité. Elina Lombron revient sur le domaine d'intervention de l'association Élie Jacob Espoir tout en lançant un appel aux potentiels donateurs. Nos actions comprennent des dons vestimentaires et alimentaires, la distribution de médicaments et de fauteuils roulants, la prise en charge de la scolarité d'orphelins, le financement de petits commerces pour des veuves, ainsi que la construction d'un orphelinat qui est actuellement en cours. Cependant, nos moyens restent limités. Aujourd'hui, nous lançons un appel aux donateurs ici au Congo.
Pour que nos projets puissent se développer durablement, nous avons besoin d'un engagement local. Et dans le cadre de ces missions, Élie Jacob Espoir a fait le 6 mars dernier un don des kits médicaux au service de chirurgie de l'hôpital sino-congolaise Infilou, au 7e arrondissement de Brazzaville. Le geste a été accompli par Chimène Makita, représentante de Élie Jacob Espoir en République du Congo, ce à la grande satisfaction des bénéficiaires. Je remercie l'association de m'avoir soutenu. Je suis là, je me manque aussi des produits. Bon, merci beaucoup. Les mots me manquent, je suis sans voix. C'est rare de voir des associations comme ça venir à l'hôpital, débarquer et faire des dons aux malades. Vraiment, je suis sans voix. Il est de noter que l'association Élie Jacob Espoir est présente en République du Congo depuis 2022. Son siège est à Filou. Restons dans l'actualité de la Journée internationale des droits des femmes sous le thème « Droit, action et justice ». L'association Élie Jacob Espoir n'est pas restée en marge des festivités. Ses membres se sont réunis pour un moment d'échange convivial mêlant réflexion et partage. Pour mieux comprendre le sens de cette rencontre, je vous propose de suivre cet entretien. Premièrement, c'est d'abord une journée de réflexion parce que la femme doit être conscientisée. C'est une vulgarisation, en fait, la journée de 8 mars, là où la femme est interpellée à être capable, elle aussi, de s'insérer dans la société afin qu'elle puisse marquer son passage sur terre. L'épargne, c'est juste symbolique pour célébrer cette journée de la victoire. Je veux faire appel aux membres, à ceux qui nous suivent, que cette association Élie Jacob, c'est une association qui existe il y a déjà 4 ans et nous voulons que les gens y adhèrent afin que nous puissions aller de l'avant. Donc, pour tout le monde qui s'y intéressera, qu'elle puisse nous contacter afin que nous puissions œuvrer ensemble pour ces œuvres caritatives. Voilà, vous venez là de suivre une interview de la secrétaire de l'association Élie Jacob. En religion, hier 20 mars 2026, les musulmans du monde entier ont clôturé le jeûne du Ramadan. À Brazzaville, le Conseil supérieur islamique du Congo a organisé une prière à Potopoto. Suivez le reportage de Marina Lutango. Rue Paul Kamba à Potopoto, 3e arrondissement de Brazzaville, c'est le lieu choisi vendredi 20 mars par le Conseil supérieur islamique du Congo pour célébrer l'Aïd el-Fitr, une fête qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan. L'imam Ibrahim Oumarou Mokondi a exhorté les musulmans sur l'attitude à avoir au sortir du jeûne. Nous devons avoir le bon comportement, comme enseigné par le seul messager, le prophète Mohammed. Nous devons éviter le nuire à nos voisins, à nos amis chefs de l'islam. Et nous ne pouvons pas clôturer ces prières sans pour autant prier pour notre nation. Prier pour Allah qui nous a facilité et nous a accordé la paix avant, pendant et après ces échéances électorales. En cela, nous prions encore Allah de préserver ce pays, qui est notre patrie, qui préserve les dirigeants et qui leur accorde la sagesse. Le Ramadan est considéré comme un mois béni dans l'islam. Le président par intérim du Conseil supérieur islamique du Congo livre son ressenti tout en remerciant Allah pour ses bienfaits. Pour nous, c'est un plaisir d'avoir jeûné et nous remercions Allah de nous avoir placés parmi les vivants. Il y a certains qui ont jeûné avec nous pendant l'année dernière, qui n'ont pu jeûner avec nous parce qu'ils ont été rappelés à Allah. Donc, on ne peut que dire louange à Allah qui nous a facilité et nous le remercions sans cesse pour tout ce qu'il nous accorde. L'Aïd el-Fitr, faut-il le souligner, annonce le début du mois de Shawwal, 10e mois du calendrier musulman. Et pour maintenir la discipline spirituelle acquise pendant le mois de Ramadan, le musulman est appelé à observer un jeûne supplémentaire de 6 jours. Pour terminer, retenez qu'il y a de cela 49 ans que le cardinal Émile Biayenda a quitté cette terre des hommes. À cet effet, l'Église catholique de Brazzaville ou du Congo organise plusieurs activités, dont une messe d'action de grâce qui sera
organisé le 22 mars de cette année à la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville pour commémorer le don de vie de ce bon pasteur. Je vous propose de suivre son évocation. Ce chant est devenu pour les chrétiens catholiques de la République du Congo comme un hymne implorant la bonté du Seigneur pour la béatification et la canonisation du cardinal Émile Biayenda, décédé le 22 mars 1977. Baptisé le 7 mai 1938, Émile Biayenda fut créé cardinal le 20 février 1973, devenant ainsi le premier cardinal congolais. Émile Biayenda a étudié au petit séminaire de Mbamou dans le département du Pôle, un département qu'il a vu naître en 1922, précisément au village Malela Bombé. Après le petit séminaire, il a poursuivi ses études dans les grands séminaires de Brazzaville et de Lyon. Le 20 mai 1958, Émile Biayenda fut ordonné prêtre. 11 ans plus tard, il devient docteur en sciences sociales de l'Université catholique de Lyon en France. Émile Biayenda fut nommé archevêque coadjuteur de Brazzaville le 7 mars 1970. La même année, il fut ordonné évêque à Rome en Italie. C'est le 14 juin 1971, à la mort de son prédécesseur, Monseigneur Théophile Mbemba, que Monseigneur Émile Biayenda devient archevêque de Brazzaville. Il tient de signaler que le corps du cardinal Émile Biayenda repose en la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville. De sa mort à aujourd'hui, l'Église catholique organise des neuvaines annuelles allant du 31 au 21 mars pour son élévation au rang des saints. Le bon cardinal Émile Biayenda, comme l'appellent les fidèles catholiques, fut un homme de dialogue, de justice, de paix et de l'unité. Pour cette année 2026, une messe sera dite en son honneur ce 22 mars à la place Marielle de la cathédrale Sacré-Cœur. Cette messe sera couplée au lancement du jubilé de la disparition du cardinal Émile Biayenda. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Merci à toi, Justine Marel. Alors, chers collègues, revenons à notre sujet. Vous avez certainement un mot à dire à cette jeune femme qui, suite à une pression familiale, se sent obligée de se marier alors qu'elle a d'autres ambitions avant ça. Justine ? Bon, je dirais que le mariage n'est pas en soi un atout ou une finalité comme le pensent d'autres personnes, mais pourtant, une nécessité où toute femme est appelée à aller dans un foyer. Mais si vous trouvez que vous n'êtes pas encore prête ou vous n'avez pas trouvé votre pointure, je dirais que restez d'abord patientez comme ça vous pouvez trouver une bonne personne. On ne se marie pas pour les gens ou on ne vit pas pour le monde, mais on vit pour soi. Bien dit, Justine, on ne se marie pas pour soi. Exactement, on ne se marie pas pour soi, on ne se marie pas pour les autres, on se marie pour soi. Moi, je dirais à cette jeune fille de prendre le temps de se retrouver, se redécouvrir, qu'est-ce qui est bien pour elle. Peut-être qu'il faut à cette fille ou à cette femme-là d'abord de travailler ou bien de repartir à l'école ou de faire un petit commerce, un petit business. Ne négligez pas les finances, mesdames, parce que actuellement, 50% des divorces sont causés au fait que les femmes ne travaillent pas. Donc, avant de vous lancer dans un mariage, cherchez aussi votre stabilité financière. Et aussi, ne vous laissez pas dicter par la société ni par la famille. Le regard des gens ne compte pas. Cherchez une personne qui sera votre cote, comme on dit.
peut-être dans la précipitation, vous risquez de tomber sur un homme manipulateur, abusif, agressif. Donc, prenez votre temps. C'est tout ce que je peux dire sur ça. Merci, mesdames. J'espère que le message est passé. Alors, cosmétique et bio, c'est avec toi, Sarah, et tu nous parles de la dépigmentation et de l'hyperpigmentation aujourd'hui. Alors, concrètement, comment faire la différence entre une tache hyperpigmentation et la dépigmentation? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la pigmentation, c'est l'apparition des taches noires sur la peau qui sont souvent causées par le soleil. Donc, une exposition abusive sous le soleil peut vous causer de l'hyperpigmentation. Or, la dépigmentation, c'est le contraire de l'hyperpigmentation. La dépigmentation, c'est lorsque la peau brunit ou la peau devient totalement blanche. Cela peut être causé par une maladie héréditaire comme le vitiligo ou par des produits chimiques, des produits cosmétiques chimiques. Alors, on voit beaucoup de produits éclaircissants sur le marché. Est-ce que tous ces produits sont un danger pour la peau? Exactement, ces produits sont vraiment un danger pour la peau parce que tout ce qui n'est pas naturel a des inconvénients. Tout ce qui n'est pas naturel est néfaste pour la peau. Et ces produits-là, à la longue, créent parfois des maladies comme le cancer de la peau, l'hypertension, le diabète. Et ça détruit vraiment la barrière cutanée parce qu'aujourd'hui, on remarque, même en route, on verra une dame de 60 ans avec des taches vraiment foncées sur sa peau. On verra même surtout le visage, parfois c'est sur les bras, parfois c'est sur le dos. Mais ça, c'est la barrière cutanée qui a été brûlée par ces produits chimiques-là. Donc, ces produits sont déconseillés. Si vous voulez vraiment avoir une belle peau, choisissez toujours des produits faits à base des produits cosmétiques faits à base des ingrédients 100% naturels. Mais Sarah, comment faire pour réparer la peau au cas où la peau a été détruite suite à des produits éclaircissants? Comment faire naturellement pour réparer cela? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un certain âge, c'est possible de réparer. Par exemple, vous avez utilisé ces produits pendant 5 ans, voire 10 ans. Vous avez la possibilité de réparer, mais il vous faut du temps. Ce qui nous détruit, c'est parce qu'on ne donne pas à la peau le temps qu'il faut. Donc, il vous faut du temps pour réparer votre peau. Mais pour ceux qui ont utilisé ces produits pendant 30 à 40 ans, il n'y a plus la possibilité, il faut vivre avec. D'accord. Alors, quels sont les produits que tu peux conseiller à ces gens-là? Bon, c'est comme je l'ai dit, il faut utiliser les produits cosmétiques à base des ingrédients naturels. Tout ce qui est naturel est bon pour la peau. Comme quoi? Les huiles essentielles. Lorsque vous achetez un produit, prenez le temps de lire la notice. C'est bien dit et merci de l'avoir souligné, Sarah. Alors, mesdames, si on dansait un peu sur le titre Nda de Mariuska la Slameuse. L'argent ne change pas les gens, il révèle leur moi profond. À donner le peu que j'ai, ils diront que beaucoup j'avais. Combien d'amis par... Voilà, un très beau titre de Mariuska la Slameuse. Peuple, alors voilà, télé culturelle, vous le savez certainement, l'une des légendes du cinéma américain, Chuck Norris, a tiré sa révérence le jeudi 19 mars dernier à Hawaï des suites d'un malaise soudain à l'âge de 86 ans. Cet acteur qui vous a marqué dans les films légendaires comme Delta Force, Fureur du Dragon, Portée disparue, pour ne citer que cela. Voilà, nous tendons vers la fin de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à la coordination qui s'est faite par René Désir Mavungu et Arméliane Simon. Cette émission a été supervisée par Isis Onyangue Bizwako et Richelin Sou. Merci également à la grande équipe technique. Le rendez-vous est donc pris pour le samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien.